pasteur Isabelle, aumônier protestant de la 11e PP, et je suis aumônier depuis 20 ans. Et je suis la maman de 3 enfants les plus fantastiques que le monde ait jamais vus. Je suis l'aumônier Moïse, aumônier de la zone de défense Paris-Île-de-France pour le culte israélite. Yousra, aumônier, passionné d'histoire. Je suis affectée sur la base aérienne de Tours. Je suis donc le padre François-Marie, affecté depuis 1 an et demi à la 13e demi-brigade de Légion étrangère. Je suis prêtre catholique, j'aime bien tous les sports extrêmes, je suis addict à la moto, j'aime bien le parachutisme, j'aime bien les sports de combat, j'aime bien la vie en extérieur en tout cas, et passionnément le bon Dieu. Aujourd'hui en France, environ 200 aumôniers portent l'uniforme. Ces soldats sans armes servent en vertu d'un contrat et sont soumis à la discipline générale des armées. Ils assurent le soutien spirituel et moral des personnels et interviennent dans le conseil au commandement. Mais qui sont ces hommes et femmes de foi qui ont choisi de se confronter aux zones de combat? Et quel est leur quotidien en métropole? C'est bon, on va les monter. Ils sont toujours respectés, parfois questionnés, jamais à court de bons mots. Les aumôniers occupent une place particulière dans les armées. Figures atypiques dans un monde très normé, ils font depuis longtemps partie du paysage militaire. Daigne répondre à nos prières. Au Moyen-Âge, déjà, lorsque le seigneur partait en guerre, il était accompagné par un chapelain qui accompagnait les soldats lors de ces opérations, lors de ces expéditions guerrières. Et puis, tout au long de l'histoire de la France, on trouve des figures de prêtres, des figures de chapelains, accompagnant les armées. Les choses commencent à se mettre en place réellement à partir de Napoléon III. Napoléon III, dans les années 1850, 1860, fixe déjà un cadre un peu général d'organisation de l'aumônerie. C'est un début d'institutionnalité étatique de cette fonction à l'intérieur des armées qui bientôt va trouver, à travers les lois de 1874, les lois de 1880 aussi, une loi fameuse de juillet 1880, une véritable expression institutionnelle. Quelques années plus tard, l'article 2 de la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905 prévoit ainsi la mise en place d'aumôneries au sein des établissements publics fermés, tels que les lycées, collèges, écoles, hospices, prisons ou casernes. Pourquoi est-ce que, dans un régime moderne qui s'est dissocié de la loi de Dieu, on peut, dans un corps particulier, celui de l'armée, faire appel aux aumôniers? Je dirais pour 2 raisons. Il y a une raison qui est d'ordre juridique et puis une raison qui est d'ordre fonctionnel. La raison d'ordre juridique est celle-ci. Nous sommes, avec la modernité, confrontés non seulement à la liberté de conscience, mais à la liberté de culte qui prolonge la liberté de conscience. Et il faut, dans tous les espaces fermés, dans tous les espaces clos, et y compris d'ailleurs les espaces relevant de l'État, relevant de l'administration publique, que cette liberté puisse s'exercer. Puis il y a une raison fonctionnelle, c'est le fait que les militaires sont confrontés à des épreuves ultimes, l'épreuve de la souffrance, l'épreuve de la mort, l'épreuve de la blessure. Il convient, y compris d'ailleurs la blessure psychologique, qu'une parole de réconfort les accompagne sur le chemin de la guerre. Il existe désormais 4 aumôneries militaires correspondant aux cultes catholiques, protestants, israélites et musulmans. De cette manière, les armées veillent à ce qu'une stricte équité soit appliquée afin que chacun puisse pratiquer sa religion où qu'il se trouve. Cependant, tout aumônier, quel que soit son culte d'appartenance et son statut, se doit d'être en premier lieu l'aumônier de tous les militaires sans exception. Voilà maintenant que l'aumônier militaire a pour fonction, selon les textes, d'être une aide au commandement et un soutien pour les hommes. Un soutien pour les hommes, un soutien spirituel, moral, humain, et une aide au commandement, c'est-à-dire de pouvoir retransmettre, si besoin, ou transmettre à nos chefs, à la hiérarchie, le ressenti, le vécu, le moral des hommes, de la troupe, dans toutes les situations auxquelles elle peut être confrontée, pour que les missions et que se passent le mieux possible. Comme ses homologues,
Le rabbin Moïse détient le grade unique d'aumônier militaire, une particularité qui est un gage d'accessibilité. Lorsque je parle à un soldat, qui soit caporal, sergent ou tout simplement engagé volontaire, j'ai le même grade que lui. Mais lorsque je parle à un capitaine, à un colonel ou à un général, on a officiellement le même grade que lui. Donc on peut lui parler d'égal à égal. C'est un grand avantage qu'ont nos armées, ce qui n'est pas le cas dans les armées étrangères, aux États-Unis ou en Angleterre ou dans d'autres armées, où l'aumônier a véritablement un grade dans la hiérarchie militaire. Notre non-grade permet d'être hors hiérarchie et permet aussi que tout le monde puisse venir exprimer quelque chose, une joie, une peine. Il vaut mieux venir parler à l'aumônier effectivement que de venir casser la gueule de son voisin. C'est préférable et effectivement certains le font. Je ne sais pas si je me sens plus utile, mais en tout cas il y a une grande joie en tout cas de voir repartir ces gens souriants. Très efficaces capteurs du moral des troupes, ils sont aussi un soutien pour les familles de militaires. Très bien, bonjour Padré. Ce jour-là, le père François-Marie, aumônier catholique de la 13e demi-brigade de Légion étrangère, va s'enquérir de l'avancée d'une commande un peu particulière. C'est pour le 24, bien sûr. Donc on a mis le rouge et le vert par rapport à la 13. Et là, c'est la croix de l'aumônier, c'est ça? Avec les feuilles. En fait, c'est l'insigne de l'aumônerie militaire catholique. Et après, c'est la même chose que ça, en fait. Voilà. La même chose que ça, reproduit ici, au centre. Et ce tissu blanc, en fait, vous ne le voyez pas peut-être à la caméra, mais c'est l'aube. C'est donc l'aube que je vais revêtir le jour de Noël pour célébrer la messe de Noël. Une pièce unique, vous voyez ? Tout à fait là. Ici, sur le camp du Larzac, le padré, comme tout le monde l'appelle, est une figure incontournable du régiment et surtout une épaule solide. Tu es obligé d'avoir des petits plis. Et en tant qu'épouse, comme nos maris ne sont pas souvent là, c'est vrai qu'on a besoin d'une écoute pour dire, voilà, c'est ça, padré, pour moi. Une écoute, un soutien spirituel. Et puis, même si certaines ne partagent pas la même foi, il y a quelque chose au-delà, des liens au-delà qui font que on se sent unis. Et le fait d'être reconnue en tant qu'épouse de militaire, comprise, et puis on a des moments de fou rire aussi avec Padré. Je préfère le dire. Oui, aussi. il a toutes les, pour nous, voilà, pour nous. C'est une présence humaine. Et qui devait être là. Le padré, il est là pour tout le monde, en fait. Dans ma vocation, en tout cas, ça permet aussi un équilibre de vie, de pouvoir rencontrer des familles, de pouvoir rencontrer des familles avec des enfants, de pouvoir voir aussi autre chose que le monde militaire du quotidien. Et à quelques jours de Noël, il est très sollicité. Je ne me lasse pas de vous remercier de venir chanter, parce que on va célébrer Noël ensemble. Peut-être que parmi vous, vous allez célébrer Noël pour la première fois. Il y en a qui vont fêter Noël pour la première fois. Oui. Première fois. Première fois à la Légion, mais première fois de toute première fois. Toute première fois. Ok. Voilà, donc c'est vous allez voir, c'est un moment exceptionnel. Les anges dans nos campagnes entendent l'hymne des cieux. Noël est plus qu'une fête religieuse à la Légion étrangère. C'est un moment où l'ensemble des légionnaires, cadres et hommes de troupes se réunissent, quelles que soient leurs croyances. Une fête de famille à laquelle tout le monde participe volontairement autour de l'aumônier. Et après avoir exercé ses cordes vocales, rien de mieux que le traditionnel challenge sportif, mode béret vert, pour consolider les liens. À la 3e compagnie, et finiront le challenge de développer couché, la CA face à la 6e compagnie. Une ambiance festive à laquelle le padré se joint sans se faire prier, bien évidemment. D'accord ? C'est ça les consignes. Le soir même, à 600 km de là, dans une atmosphère plus studieuse, nous faisons la connaissance de Yousra, en visite au Prytanée national militaire de la Flèche. Aumônier pour le culte musulman, elle suit un petit groupe d'élèves, une activité qui ne s'inscrit pas dans une démarche prosélyte, mais qui a pour but d'écouter et d'échanger avec ceux qui en font la demande. Et ce soir,
Les jeunes parlent de vivre ensemble. On sait qu'il y a des avis très... Comment dire, les avis extérieurs sur les lycées militaires, parce que la plupart des élèves sont très fermés, très fermés d'esprit, mais moi je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça, justement. Mes copines qui étaient dans ma section, qui étaient catholiques, ou alors athées, ou alors voilà, qui étaient de tous horizons, elles se sont intéressées à moi, je me suis intéressée à elles. Si on a un bon feeling avec la personne, qu'on est amis, on ne cherche pas trop à savoir de quelle religion elle est, à part si on cherche vraiment à savoir des informations intimes sur elle. Oui, mais sinon, c'est pas des choses qu'on se pose au premier abord. Cette ancienne officier enseignante-chercheuse prend beaucoup de plaisir à dialoguer avec ses lycéens. Des lycéens très ouverts et pas surpris de voir une femme aumônier musulman. En effet, Yousra n'est pas imam. En revanche, elle est diplômée en sciences islamiques et peut répondre à de nombreuses questions. L'imam, c'est un homme, c'est sûr. Mais moi, j'allais à l'école coranique quand j'étais petite, et toutes mes professeurs, c'était des femmes. Elles enseignaient aux filles, aux garçons, à tout le monde. Ça n'a jamais posé aucun problème. Aujourd'hui, en France, il y a encore des petits arriérés qui font que, oui, les hommes ont des gros postes et les femmes ont aura des pâquerettes, mais c'est pas vrai du tout. Et quand elle est venue, elle nous a expliqué son parcours, voilà, c'est admirable, il faut le dire. Et après, moi je suis un garçon, c'est d'autant plus rassurant que ce soit justement une femme à qui on peut faire confiance, qui s'occupe de nous. Donc, en islam, la femme a un grand rôle dans la transmission du savoir. Concrètement, dans mon métier tous les jours, effectivement, ça surprend un petit peu, parce qu'on a des a priori, des préjugés sur l'islam qu'on ne connaît pas finalement. Et comme je dis souvent en rigolant, puis il y a la télévision et puis il y a la réalité. Le lendemain matin, nous retrouvons Yousra sur la base aérienne 705 de Tours, où est installé son bureau. Un bureau qu'elle occupe bien peu car son périmètre d'intervention est très étendu. De Saumur au Mans, en passant par Angers, difficile de souffler. Malgré cet emploi du temps chargé, l'aumônier essaie toujours de participer à la vie des unités pour toucher du doigt le travail de chacun. Mais c'est intéressant pour vous de vous entraîner entre cadres. Ça vous permet de faire des choses que vous ne pouvez pas faire avec les élèves, par exemple ou... C'est même surtout nécessaire. S'intéresser, comprendre la réalité de ses semblables fait quasiment partie de l'ADN de Yousra. La création d'une aumônerie musulmane en 2005, la plus jeune des 4 aumôneries, a donc été pour elle l'occasion de réfléchir à une autre forme d'engagement. Ça a été dans le cadre de mon parcours très naturel de passer d'enseignante à aumônier, parce que l'enseignant est au service des autres, il est dans la relation aux autres, la relation humaine, et l'aumônier dans toute sa splendeur aussi. L'une des premières missions de Yousra a été d'inaugurer la salle de culte dédiée aux musulmans sur la base. Un espace où chacun est libre d'aller se recueillir ou se confier. C'est vrai que le fait qu'il y ait une aumônière musulmane sur base, avec des instants de cohésion, ça me rappelle un peu d'où je viens, ça me rappelle mes origines et ça fait du bien de temps en temps. C'est 1 à 2 fois par an, parce qu'on ne fait pas ça non plus tous les mois ou toutes les semaines, mais 1 à 2 fois par an, c'est très plaisant de pouvoir discuter entre nous, se retrouver, manger. C'est sympa, c'est des moments de se rappeler d'où on vient. En parallèle, l'aumônier, qui est aussi une grande travailleuse, s'est lancé un défi ambitieux à la hauteur de sa passion. Si on a une question. Voilà, n'hésite pas. De par mon parcours, j'ai une fonction de recherche dans l'aumônerie musulmane aux armées, puisque je suis chargée de mission histoire. Cette mission mémoire et patrimoine de l'aumônerie musulmane aux armées constitue une tâche annexe un peu particulière que j'affectionne, puisqu'elle a pour but de retracer le parcours des anciens combattants musulmans de l'armée française. Nous la retrouverons d'ailleurs un peu plus tard à Paris, lors de l'inauguration de son premier projet phare. Padré, départ CT 0502, parlez. Padré terminé. J'essaye de vivre le quotidien avec eux. Donc oui, j'y passe de longues journées, voire de longues nuits aussi, que ce soit faire du sport avec eux, que ce soit aller sur le terrain avec eux, que ce soit manger avec eux, partir en bivouac avec eux, d'être là où ils sont, sans pour autant chercher d'abord à leur parler du bon Dieu. Je vais pas tirer tes munitions, ça va. Juste regarder.
Ce qui me frappe toujours, ce qui m'interpelle, c'est que je suis toujours bien accueilli. Je suis toujours frappé du regard de ces personnes. Je travaille en tout cas et je m'astreins à les regarder aussi dans les yeux parce que je trouve que le regard dit beaucoup. Et j'ai beaucoup de témoignages aussi, y compris de non-catholiques, qui me disent « Ah, Padre, quand on vous voit, on va mieux ». Bon, on est bien là. C'est pas bien là. Même s'ils ont le statut de personnel non combattant, le terrain est loin de faire peur aux aumôniers. Ça gadouille, ça gadouille. Il suffit de regarder la pasteur Isabelle pour s'en convaincre. Sourire vissé aux lèvres, l'aumônier protestant achève une marche de 35 km qui clôt la formation initiale de jeunes engagés du 3e régiment du matériel. Un défi qu'elle a relevé pour l'exemple et sans se départir de sa bonne humeur. Si on veut être proche des jeunes, il faut forcément trouver aussi les moyens qui sont mis à leur disposition. La marche au béret fait partie des moments les plus significatifs pour tous les parachutistes. Et être là auprès d'eux, leur dire moi aussi je vais ramasser comme vous parce que je crois que c'est important d'être auprès de vous, ça me semble avoir du sens. Et puis aussi leur donner un peu de courage quand je leur dis je pourrais être ta mère, hein. Moi je la fais la marche, alors monte, me dis pas que tu n'arriveras pas à la monter. Bon, ça leur met le sourire et ils y vont aussi. Je vais prendre la dernière au bus. Malgré les courbatures, Isabelle reprend ses tournées matinales. Une vraie pasteur de combat, comme d'anciens camarades aiment l'appeler. Un café, quelques mails rédigés à son bureau au 1er régiment du train parachutiste, et elle repart. Comme Yousra, Isabelle sillonne souvent les routes. Avec 14 régiments à soutenir, sa voiture est aussi devenue sa seconde maison. Ce qui compte, c'est de voir les gens régulièrement. Donc avoir un flot continu de déplacement pour être visible, pour faire du lien, pour que le jour où il se passe quoi que ce soit, les gens sachent que je suis là, que j'appartiens au dispositif. Si la pasteur arpente de nombreux bureaux, elle n'oublie pas celui des chefs de corps. Bonjour pasteur. Bonjour mon colonel. Vous allez bien? Très bien. Pour faire remonter certaines informations, mais pas que. Marche au béret. La pasteur, c'est un peu un médecin de l'âme. Et comme la matière première d'un régiment, ça reste l'homme, forcément on a des intérêts communs sur la santé de nos soldats. Et puis un jour, on sait très bien qu'on peut être confronté à des situations dramatiques et que l'appui de l'aumônier et de la pasteur sera aussi nécessaire pour l'intéressé que pour le chef de corps que je suis. Parce qu'on a toujours un petit peu en ligne de mire la solitude de commandement. Bonjour mon capitaine. Oui, vous aussi? Toujours. C'est important de pouvoir passer un peu partout en ayant de la confiance. En sachant qu'il n'y a pas de défiance sur qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va entendre, comment elle va redire les choses, etc. Quand je passe au régiment, je sais que le chef de corps sait que je suis dans les murs, pas forcément effectivement dans son bureau, mais en tout cas auprès des jeunes, et que ce que je sais, ce que j'entends, je le traite à mon niveau quand je peux. Être un appui au commandement, sans être un souci. Une devise qu'elle a fait sienne et qui fait d'elle une médiatrice de choix. L'aumônier israélite Moïse se définit aussi comme un facilitateur. Nous le rejoignons cette fois en plein cœur de Paris, à l'Institution nationale des Invalides, un établissement de pointe spécialisé dans la prise en charge des blessés de guerre d'hier et d'aujourd'hui, ainsi que des victimes du terrorisme. Il est accompagné de Jacqueline, qui est réserviste citoyenne auprès de l'aumônerie israélite. Et avec cette pétillante septuagénaire surnommée par les pensionnaires la dame au chapeau, l'accueil est toujours chaleureux. Bon, les hôpitaux, c'est quelque chose de particulier, et les invalides, encore plus particulier. Parce qu'effectivement, il y a des parcours de vie, d'existence extraordinaires pour les anciens résistants, anciens déportés ou militaires. Quel que soit leur statut, leurs visites régulières permettent de tisser des liens forts avec les patients, le personnel soignant ou les autres bénévoles. Des invalides. Elle est pas là. Là aussi, chacun est toujours considéré avec bienveillance, peu importe sa religion. La vieillerie. Tant que c'est pas la vieillesse, ça va. Parfois, tout simplement, c'est le fait d'être là qui permet justement d'aider ou qui permet de soulager. Le fait de parler ou seulement d'écouter
Parfois, c'est un geste, le fait de tendre la main, qui va être justement le travail de l'aumônier. Et parfois, effectivement, humainement, c'est difficile, parce qu'on voit des blessés, parce que tel ou tel militaire vous raconte les problèmes qu'il peut avoir, ou le fait qu'il a été confronté à la mort. Et là, effectivement, donc, là aussi, on n'en est pas moins homme. Et donc pas insensible à la souffrance des autres. Un poids que les aumôniers acceptent aussi de porter. Dans un autre arrondissement, tandis que la nuit tombe sur la capitale, le cœur de Yousra bat un peu plus vite qu'à l'accoutumée. L'exposition itinérante « Soldats de France, l'engagement des soldats musulmans » de 1802 à 1962, pour laquelle elle a sacrifié quelques heures de sommeil, est inaugurée à la Grande Mosquée de Paris, en présence de nombreuses autorités. Grâce à ces tranches de vie, c'est la diversité de nos armées, c'est la notion d'engagement et ce sont nos racines communes qui sont mises en valeur. Je vous remercie vraiment que tous ces symboles forts soient là dans cette exposition. L'occasion aussi pour la secrétaire d'État de rappeler quelques fondamentaux. Au sein de l'armée française, la neutralité comme la laïcité sont des principes naturels, car c'est une garantie de notre vivre ensemble et surtout de notre bien vivre ensemble. Il peut être patriotique. Ce soir, les barrières disparaissent. Les aumôniers des différents cultes se mélangent, symbole d'une fraternité d'armes bien réelle. Yousra a réussi son pari, susciter l'intérêt sur une page d'histoire encore trop méconnue. Il y avait une sergent-chef. Je pense que les aumôniers peuvent porter cette voix, puisque les aumôniers sont avant tout porteurs d'espérance. Et je pense qu'à travers ce genre de sujet, ce genre de développement, nous pouvons porter l'espérance d'une jeunesse française, porter l'espérance de l'engagement, porter l'espérance d'un avenir plus radieux pour ceux qui n'en ont pas le présent. Je pense que c'est très important que l'aumônerie puisse porter ce genre d'espérance. Dans quelques semaines, elle partira présenter le fruit de son travail dans plusieurs lycées, puis préparera son départ pour sa première opération extérieure. En zone de combat, la présence des aumôniers est particulièrement appréciée, indispensable même, diront certains. L'éloignement d'avec les proches, la dureté des missions, les doutes, autant de sujets que les militaires ont souvent besoin d'évoquer avec les hommes et femmes de foi. Ils sont souvent présents dans ces moments où la vie des soldats bascule. La pasteure Isabelle ne pourra jamais oublier ce 18 août 2008 en Afghanistan. Cette embuscade à Ouzbin, où 10 militaires ont perdu la vie. Et le médecin responsable de l'antenne médicale m'a dit « Mais Isa, moi je m'occupe des corps. Toi tu vas t'occuper de l'âme de ceux qui seront opérés ou examinés après. Je prends les grands blessés tout de suite. Les autres, ils étaient tous donc mis en attente. Et j'ai passé ma nuit avec eux, à écouter, à entendre, à les écouter dire, redire ce qu'ils venaient de vivre. Ils venaient de vivre l'enfer, l'horreur, et ils avaient besoin d'en parler. Mais ils avaient besoin aussi qu'il y ait une oreille qui soit là, prête à écouter. Alors c'est sûr, il y avait le bureau des opérations qui traitait les choses terriblement militaires. Il y avait les médecins qui traitaient les corps blessés et qui triaient l'urgence, etc. Mais ceux qui étaient en seconde zone, qui étaient les moins impactés physiquement, il fallait aussi être là. Et c'était la place de l'aumônier d'être là. J'ai proposé à tous de prier pour eux. Pas un n'a refusé. Difficile d'évoquer ses souvenirs sans émotion. Malgré les risques, Isabelle n'a jamais hésité à monter en première ligne pour être aux côtés des soldats. Mais le jour où ça commence à tomber de partout, vous vous dites, eh ben, ça va peut-être être maintenant. Et vous dites, si c'est maintenant, pourvu que ça soit vite. C'est étrange. Et puis c'était pas mon heure. Et c'est étrange aussi. On se dit presque, pourquoi moi je suis encore en vie? Et ça, c'est bizarre. Et puis vous oubliez, parce qu'il y a les autres qui sont là, et puis parce que vous êtes le pasteur du théâtre, donc on reprend la musette et c'est reparti.
Aujourd'hui, du Sahel au Levant, près de 12 aumôniers des différents cultes sont déployés en permanence sur les théâtres d'opération. Au total, 200 aumôniers d'actifs renforcés périodiquement par des réservistes officient dans les armées. Tous ont trouvé leur place, présents sans être pesants. Ces hommes et femmes accompagnent au quotidien les soldats sans jamais les juger, dans le pire comme dans le meilleur.